Cours 8, le 2 tiers est fait. Introduction. Ce module explore la relation des peuples autochtones avec la Terre et examine les impacts de la colonisation historique ainsi que du développement des ressources contemporaines. Contrairement à la vision occidentale qui voit la Terre comme une surface physique, les peuples autochtones la perçoivent comme la Terre comme un écosystème interconnecté où l'environnement physique, biologique, l'atmosphère et le domaine spirituel sont en relation. La Terre est perçue comme consciente ayant ses propres droits à respecter. Avant l'arrivée des colons, les nations autochtones géraient leurs terres et ressources à travers des méthodes claires, un modèle de gestion souvent encore pertinent aujourd'hui, comme le montre l'exemple des peuples inuits et Dénés. Section 1. Relations des peuples autochtones à la terre. Les visions du monde des peuples autochtones varient, mais un thème commun est leur relation interconnectée à la terre et à tous les êtres vivants. Ils se considèrent comme les gardiens de la terre, et leur survie dépend d'une interaction respectueuse avec l'environnement. Contrairement à la vision occidentale qui place l'humain au sommet d'une hiérarchie, les peuples autochtones voient la Terre comme une entité vivante et non comme un objet exploitable. Pourquoi le nom des lieux sont-ils si importants? Les noms des lieux ont une grande signification chez les peuples autochtones. Par exemple, l'histoire des montagnes d'Uvajuk au Nunavut rappelle les récits ancestraux et sert de guide pour les Inuits. Ces noms ne sont pas seulement géographiques, ils véhiculent aussi des récits culturels importants permettant de s'orienter et d'assurer la sécurité dans les territoires. Connexion culturelle à la Terre. Les pratiques culturelles liées à la Terre sont essentielles pour maintenir un lien avec celle-ci. Les activités traditionnelles comme la récolte ou les prières sont des symboles de la relation profonde entre les peuples autochtones et la Terre. Définition des connaissances écologiques traditionnelles, CET. La CET désigne un savoir accumulé sur les traditions entre les êtres vivants et leur environnement, transmis culturellement de génération en génération. Ce savoir n'est pas seulement une base de données, mais une manière de vivre, ancrée dans les récits et les responsabilités. Il est dynamique et en constante évolution, intégrant de nouveaux apprentissages. CET et utilisation des terres. Les connaissances écologiques traditionnelles sont souvent utilisées pour documenter l'utilisation des terres et pour évaluer les projets de développement. Cela implique de surmonter les défis liés à l'adaptation de ce savoir à des modèles occidentaux. Beaucoup de communautés au Canada réalisent des études pour préserver et transmettre ce savoir à travers des cartes, des interviews et des enregistrements. Connaissances Déné-Soliné sur les mouvements des caribous. Les Déné-Soliné est un peuple nomade avant l'arrivée des Européens, suivaient les migrations des caribous. Leur mode de vie était profondément lié au territoire qu'ils occupaient. Bien qu'ils soient devenus plus sédentaires, ils continuent à utiliser la connaissance traditionnelle liée au déplacement des caribous et à leur identité spirituelle et communautaire. Leurs récits oraux et les preuves archéologiques montrent des connaissances du territoire remontant à plus de 3000 ans avant notre ère. La légende de Tiantu Tsea, la vieille dame aux chutes, racontée par Feu Zeb Kazaway, traduit par Archi-catholique Première Nation Lutel Kay Dene, LKDFN. Je vais vous raconter une histoire vraie sur le début des temps et sur la façon dont la vieille dame des chutes est devenue ce qu'elle est. Cette histoire m'a été transmise de génération en génération. La vieille dame aux chutes est là depuis que les temps les plus anciens. Tout a commencé dans un lieu appelé Caché, Fort-Reliance, et Edado, tué lac Artilé. À l'époque, on l'appelait le lac Brever, à cause du castor qui y vivait. On peut voir la hutte du castor si on se rendait à Idaho, tué. Les gens allaient souvent dans cette région pour chasser le caribou en automne. À cette époque, il y avait un homme appelé Hotch. Il était grand et fort. Un jour, Hatchok vit la hutte du castor, visible sur une petite colline. Il décida de tuer le castor, mais réalisa qu'il devait d'abord le faire sortir de sa hutte. Il commença donc à déplacer la terre sur le côté. Aujourd'hui encore, on peut voir l'endroit où il a placé la terre. Cependant, il ne savait pas que le castor avait une autre hutte
dans un détroit proche du continent. Mais le castor ne s'arrêtait pas à cette hutte. Il descendit la rivière Lockhart jusqu'au lac principal Tuanedé. Les gens qui vivaient là-bas mouraient de faim. Quand ils virent le castor, ils espérèrent pouvoir le tuer. À ce moment, Achok aperçut le castor et se précipita avec une pelle. Il jeta la pelle dans l'eau, mais le castor malin s'échappa. Le manche de la pelle se brisa et Achok dut l'abandonner là, dépassant de l'eau. C'est pourquoi, si vous allez au nord de Edo-Tue, vous verrez un rocher dépassant de l'eau. C'est le manche de la pelle de Achok. Après avoir cassé sa pelle, Achok ne se découragea pas. Il continua à suivre le castor rusé en remontant la rivière Lockhart. Pendant ce temps, les Dénés de Tu-Nédé suivaient Achok. La rivière était forte, le castor finit par se fatiguer et Achok le tua. Les Dénés affamés se ruèrent sur la viande. Il en avait assez pour nourrir tout le monde pendant 2 ou 3 jours. Cependant, une femme demanda le sang du castor. Achok lui répondit qu'il n'en avait pas assez. Alors la femme s'assit près des chutes pour attendre. Tous les autres suivirent Achok, qui poursuivait un autre castor. Après un certain temps, ils remarquèrent que la femme était restée derrière. Achok envoya alors 2 personnes en bonne santé pour la chercher. Ces 2 jeunes personnes retournèrent à la rivière Lockhart et la trouvèrent assise près des chutes. Elle y était depuis si longtemps qu'elle s'était enfoncée dans la terre. Elles lui dirent que Achok souhaitait qu'elle revienne à Tuenedé. Elle répondit: Je ne peux pas venir avec vous. Je suis ici depuis trop longtemps, et maintenant je resterai ici pour l'éternité. Elle leur dit alors de retourner auprès de Achok avec ce message. Depuis ce jour, les Dénés visitent Tuantu Teda, la vieille dame des chutes, pour lui rendre hommage, partager leurs préoccupations et demander de l'aide. Compréhension d'Aîné Souliné. Les récits nous donnent des aperçus sur les connaissances traditionnelles concernant le territoire d'Aîné Souliné et la compréhension des événements du passé lointain. Alors que certaines perspectives occidentales dominantes décrivent les paysages uniquement en termes physiques, les récits incluent les dimensions spirituelles, sociales et vivantes des paysages. En plus des récits qui enseignent la vision du monde souligné, les observations contemporaines continuent d'informer les connaissances des gens sur le territoire. Comme dans de nombreuses communautés nordiques, le coût de la nourriture, l'utikets, est exceptionnellement élevé. En raison des aliments importés coûteux et de l'amour profond des gens pour leur territoire, de nombreuses familles pratiquent encore la récolte traditionnelle. La cueillette d'aliments traditionnels comme le caribou, le poisson et les baies n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un aspect vital de la culture et de l'identité. Section 2. Titres aborigènes et droits sur la terre. Le concept de titre aborigène fait référence à un droit collectif des peuples autochtones à l'utilisation et à l'occupation de leurs terres traditionnelles. Ce droit existe en vertu de l'utilisation et de l'occupation historique et continue d'un territoire avant l'arrivée des Européens. L'histoire juridique canadienne autour des titres aborigènes commence avec Calder et procureur général de la Colombie-Britannique en 1973, un cas reconnu pour être la première fois que les peuples autochtones avaient des droits de propriété préexistants à la souveraineté coloniale. Calder est le procureur général de la Colombie-Britannique en 1973. Ce cas a marqué un tournant dans la reconnaissance des titres autochtones. Bien que la Cour suprême du Canada n'ait pas tranché en faveur des Nizkaa, elle a confirmé que les titres autochtones existaient en vertu de l'occupation traditionnelle des terres avant la colonisation. R. contre Guérin, 1984. Dans cette affaire, la Cour suprême a reconnu que la Couronne a une obligation fiduciaire envers les peuples autochtones lorsqu'il s'agit de gérer leurs terres. Ce jugement a renforcé la reconnaissance du titre autochtone et a souligné l'obligation de la Couronne à respecter et protéger des droits autochtones. Quels sont les droits autochtones? Les droits autochtones font référence aux pratiques, coutumes et traditions inhérentes aux peuples autochtones qui existaient avant la colonisation.
Ces droits sont protégés par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. R contre Sparrow, 1990. Ce cas établit que les droits autochtones ne sont pas absolus, mais peuvent être réglementés par la Couronne, à condition que cela soit justifié. Il a également introduit le concept de consultation pour toute action gouvernementale susceptible d'affecter les droits autochtones. R contre Van der Pruit, 1996. Ce jugement a fourni un test pour déterminer si une pratique ou coutume autochtone est protégée comme droit autochtone en vertu de l'article 35. La pratique doit être un aspect central de la culture autochtone avant le contact avec les Européens. Légal Muuk contre la Colombie-Britannique en 1997. Cette affaire a clarifié la portée et la nature des titres autochtones. Elle a confirmé que le titre autochtone est un droit collectif incluant l'utilisation exclusive de la terre pour les usages traditionnels ou modernes, tant qu'ils sont conformes à la relation spéciale des peuples autochtones avec la terre. La colonisation du Canada. Le peuplement du Canada par les colons européens a eu des effets profonds et souvent dévastateurs sur les peuples autochtones. Les déplacements forcés, les répartitions des terres et le développement des infrastructures ont contribué à la marginalisation des communautés autochtones. Le chemin de fer du Canadien Pacifique. La construction du chemin de fer Canadien-Pacifique, CP, au 19e siècle a symbolisé l'expansion coloniale vers l'ouest. Ce projet a entraîné des pertes massives de terres pour les peuples autochtones, car la construction nécessitait le déplacement de nombreuses communautés. Le gouvernement canadien a souvent utilisé des traités, des accords coercitifs ou des expropriations pour obtenir les terres nécessaires. Ce processus a non seulement détruit les habitats naturels, mais a également perturbé les modes de vie traditionnels. La relocalisation des Inuits. Les communautés inuites ont été particulièrement touchées par les politiques de relocalisation imposées dans les années 1950 et 1960. Les gouvernements canadiens et québécois ont déplacé des familles inuites de leurs terres traditionnelles vers des endroits éloignés, inhospitaliers, sous prétexte de garantir leur sécurité et leur accès à des services. Ces relocalisations ont provoqué des ruptures culturelles, des pertes de terre et des impacts durables sur la santé mentale et spirituelle des communautés concernées. Les revendications territoriales Nunavut comme succès. Le territoire Nunavut, créé en 1999, est souvent présenté comme un exemple de réussite de règlement des revendications territoriales au Canada. Cette réalisation est le fruit des négociations menées par des Inuits pour récupérer une partie de leur terre ancestrale et obtenir un certain degré d'autonomie gouvernementale. Le Nunavut. Le Nunavut signifie notre terre en Inuktitut. Ça représente un modèle unique d'autonomie politique et culturelle. Les Inuits se composent de la majorité de la population. Ils gèrent les ressources naturelles, la faune et l'éducation en tenant compte de leurs traditions et de leurs savoirs locaux. Cependant, des défis persistent, notamment l'impact environnemental du développement économique et les inégalités socio-économiques.